Bonjour, nous partons tout de suite pour l'Antiquité tardive et je vais vous parler aujourd'hui d'Hypatie d'Alexandrie. Alors, quelques éléments de contexte tout d'abord. Nous sommes dans l'Empire romain à Alexandrie à la fin du IVe siècle et au début du Ve siècle après Jésus-Christ. Il faut savoir qu'au IVe siècle, on a vu l'essor du christianisme, notamment dans les élites, puisque aux alentours de 320 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme, ce qui a favorisé ensuite l'essor de la religion chrétienne, avec cette parenthèse à la fin des années 350, avec le règne de 3 ans de Julien, et ce retour au paganisme et à la philosophie hellénistique. Mais le christianisme continuera ensuite son expansion, et en 392, l'empereur Théodose va proclamer la religion chrétienne comme religion officielle, et va s'en suivre un certain nombre de persécutions envers les païens et leurs temples, leurs édifices religieux. Voilà pour le contexte. Alors parlons d'Hypatie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie, c'est une figure très importante de l'Antiquité parce que il y aura un avant et un après ce que je vais vous raconter. Hypatie d'Alexandrie en fait est née aux alentours de 355 d'un père astronome, astrologue également. Et donc dans un univers, on va dire, culturel et scientifique élevé dans la bourgeoisie d'Alexandrie. Hypatie d'Alexandrie va être formée à la philosophie et va devenir une mathématicienne, philosophe et astronome très célèbre pour l'époque. C'était rare d'avoir une femme à cette époque-là dans ce type de matière. Et Hypatie d'Alexandrie va très très vite avoir autour d'elle une sorte de cercle d'initiés. Et tout ça nous est raconté par le Sicilien Synesios de Cyrène, qui en fait, à travers 156 lettres, va nous raconter ce qu'on sait aujourd'hui d'Hypatie d'Alexandrie. Alors Hypatie d'Alexandrie entretient cette sorte de cercle de philosophie, et en même temps elle donne des conférences publiques à Alexandrie. C'est une femme qui va peu à peu voir grandir son influence, et en même temps elle a à la fois une formation de néo-platonicienne, puisque en fait elle reprend les grands thèmes de Platon. Et notamment, et parallèlement à ça, elle va aussi être formée aux oracles chaldéiques, et ces oracles en fait sont une sorte de synthèse entre le platonicisme et la magie, l'appel aux dieux, pour avoir une connaissance du secret, du plus grand secret des secrets. Alors, à travers un certain nombre de rites et à travers un certain nombre de pratiques, soit contemplatives, soit très actives. Alors, Hypatie d'Alexandrie va petit à petit étendre son influence au-delà même d'Alexandrie, et notamment à travers un certain nombre de notables, les archontes, qui sont, on va dire, des officiels, par exemple le chef des armées de ce qu'on pourrait appeler la Libye aujourd'hui, et d'autres, le frère par exemple de Synesios, et d'autres grandes figures culturelles et politiques de l'époque. Et à l'époque, il y a un gouverneur en Égypte qui s'appelle Oreste, dont Hypatie devient l'ami. Ils entretiennent des conversations philosophiques, et en même temps il y a un nouvel évêque qui s'appelle Cyril d'Alexandrie, qui lui est l'ennemi juré d'Oreste et qui a une véritable soif de pouvoir,
et qui voit d'un très très mauvais œil l'influence d'Hypatie auprès de ses ouailles, sachant qu'Hypatie, contrairement à la légende, avait une grande sympathie pour les chrétiens, et d'ailleurs dans son cercle elle accueillait des chrétiens, et qu'elle n'était pas du tout une païenne, on va dire, radicale. Mais peu à peu, Cyril d'Alexandrie va dénoncer les conférences d'Hypatie. Cyril d'Alexandrie va également entretenir de vives tensions avec les Juifs, qu'il va finir par faire chasser d'Alexandrie. Et Cyril d'Alexandrie va faire revenir environ 500 moines des ermitages autour d'Alexandrie dans le désert. Des moines, on va dire, qui vont pratiquer une sorte de politique de la terreur, qui vont notamment blesser, l'un d'entre eux va blesser Oreste, et qui vont imposer leur joug sur la ville. De là, on va avoir une grande campagne de dénonciation des pratiques d'Hypatie qu'on accuse de sorcellerie, de magie noire, et un petit groupe, fomenté par Cyril d'Alexandrie, va se mettre dans l'idée de tuer Hypatie. Alors, ce petit groupe va être mené par Pierre, un lecteur ecclésiastique, et en fait, Pierre, comment les choses vont se passer, Pierre, guidé par une foule excitée, va faire descendre de son char Alexandrie alors qu'elle revient chez elle, et en fait, Hypatie va être traînée en pleine rue jusqu'à une église où elle va être dévêtue, démembrée et tuée à coups de tessons de poterie ou de coquillages, de gros coquillages. La traduction peut varier sur le récit de Damasius, un historien du 5e siècle, du 6e siècle après Jésus-Christ, sur la fin d'Hypatie. Toujours est-il que Hypatie va finir de manière dramatique, brûlée après avoir été tuée dans quelques contrées au-delà d'Alexandrie. Et il faut dire maintenant que Hypatie, en fait, au-delà de son destin personnel, marque la fin définitive du paganisme et la victoire de la religion chrétienne. La religion chrétienne qui finalement sera le pont entre l'Empire romain et le début du Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. Et Hypatie a fasciné à travers les siècles. La figure d'Hypatie a fasciné notamment le siècle des Lumières, les philosophes des Lumières. Hypatie également a fasciné en tant que figure au XIXe siècle, à travers des textes de Le Comte de Lille ou du roman de Charles Kingsley. Et moi je vous recommande en fait ce livre très synthétique, cette enquête historique rigoureuse sur Hypatie, faite par une historienne polonaise, Maria Zielska, et qui en fait nous emmène sur les vraies raisons de la mort d'Hypatie et ses conséquences, et comment Hypatie résonne encore aujourd'hui en tant que figure symbolique de la victime du radicalisme et du fanatisme. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Désormais, ça sera chaque week-end de fin de mois que j'aurai plaisir à vous retrouver. À bientôt.